Je m'appelle Sabine Zlatine. Je suis née loin d'ici, en Pologne. Mais c'est en France que j'ai trouvé ma vie et en Hérault que j'ai trouvé ma mission. Pendant la guerre, le monde est devenu un piège pour beaucoup, et surtout les enfants. À l'âge où ils n'auraient dû traverser que des chagrins d'enfance, il leur a fallu apprendre à ne pas exister. Alors, j'ai désobéi. Je suis née en 1907 à Varsovie. Je suis la petite dernière de la famille Schwast, grande famille de 12 enfants. De confession juive, nous fêtions les principales fêtes. L'antisémitisme, je le ressens la première fois à l'école et j'en souffre. Après le lycée, je deviens militante à la section jeune du Bund, Union générale des ouvriers juifs. Je me fais arrêter pendant ma première manifestation et on m'envoie directement en prison, sans jugement. J'y passe une année, j'ai seulement 16 ans. À ma sortie, je ne supporte plus l'antisémitisme qui règne en Pologne. Vers 1925, après avoir longuement mûri ma réflexion, je quitte mon pays pour la France, terre de liberté, en passant d'abord par l'Allemagne, puis la Belgique. Je m'installe en Meurthe-et-Moselle, à Nancy, et je réussis à obtenir une carte de séjour qui me permet d'étudier à la faculté de lettres. C'est là que j'obtiens mon diplôme en histoire de l'art et que je rencontre Miron, mon mari. Étudiant russe en agronomie, il est passionné par la nature. Nous tombons amoureux et nous nous marions en 1927. Quelques années après, en 1929, nous nous installons à Landas, dans le Nord, dans une ferme où Miron développe un élevage avicole. En juillet 1939, nous sommes enfin naturalisés tous les deux. Quelle fierté d'être français! Malheureusement, la guerre éclate seulement quelques mois après, et elle va bouleverser nos vies sans que nous le sachions encore. Je décide d'aller à Lille, où j'obtiens mon certificat d'infirmière militaire avec la Croix-Rouge. L'armée allemande approche, nous devons tout quitter et laisser derrière nous nos projets pour fuir, d'abord à Paris, puis dans le sud de la France. Une page se tourne. Nous nous installons à Jacou, près de Montpellier, et je suis engagée comme infirmière à l'hôpital militaire de l'Eau. Mais en 1940, les lois antisémites frappent plus fort. Je suis révoquée parce que juive. Après la promulgation du deuxième statut des Juifs par Vichy, le recensement devient obligatoire en zone sud. Miron veut se déclarer au commissariat. Je m'y oppose, par prudence. Mais il y va quand même, et inscrit nos 2 noms comme juifs à la police. Quelque temps plus tard, notre nationalité est annulée, nous ne sommes plus français officiellement. J'entends parler du camp d'internement à Agde. Des étrangers juifs y seraient enfermés, dont des femmes et des enfants. Je veux me rendre utile. Alors, je rejoins l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, comme assistante sociale pour le camp d'Agde. J'y rencontre Léa Feldblum, elle aussi assistante sociale, d'origine juive, avec qui je travaille quotidiennement. La première fois que je rentre dans le camp, je découvre un spectacle de misère et de désespoir. Les baraques en bois sont mal isolées et les conditions de vie plus que précaires. Tout manque. Munie de papier, je suis autorisée par la préfecture à sortir 4 ou 5 enfants à chaque visite. J'arrive parfois à soudoyer les gardiens du camp pour en faire sortir plus que prévu. Je recueille des enfants juifs, souvent, des tziganes aussi, que je place ensuite dans des couvents ou des familles, comme les Paliares à Montpellier. Les familles qui les accueillent savent qu'elles risquent gros, mais elles acceptent. L'abbé Prévost, directeur de l'Institut Saint-Jean-François-Régis à Montpellier, est d'un grand soutien. Il recueille dans son établissement beaucoup d'enfants et met à ma disposition le sanatorium de Palavas-les-Flots, un lieu de transit et de tri pour les enfants libérés des camps. Ils y passent quelques mois, tout en poursuivant leur vie d'enfant malgré la situation, entre jeux, dessins et moments d'insouciance volés à la guerre. En novembre 1942, la zone sud est envahie par les Allemands. L'OSE liquide peu à peu toutes ces maisons, dont celle de Palavas. Les enfants sont dispersés. Le bureau de Montpellier ferme ses portes du jour au lendemain, sans que nous ne soyons prévenus. Les menaces se multiplient. Les rafles se rapprochent. Pour plus de sécurité, je me procure une fausse carte d'identité au nom de Jeanne Verdavoir. Au début de l'année 1943, je suis convoquée à la préfecture de l'Hérault, qui me demande de prendre en charge une dizaine d'enfants cachés dans une maison près de Lodève, à Campestre. Après réflexion, Miron et moi acceptons. On nous conseille de partir vers la zone italienne pour mettre à l'abri les enfants. Dans cette zone, les autorités italiennes appliquent une attitude moins répressive à l'égard des Juifs. On nous fournit tous les papiers nécessaires et nous voilà partis pour l'Ain, laissant encore une fois notre vie derrière nous. Au printemps 1943, nous arrivons à Isieux dans une grande maison à la campagne.
Nous la désignons sous le nom de colonie des enfants réfugiés de l'Hérault. L'installation de la colonie se fait légalement, avec l'appui de la sous-préfecture de Belley. Peu à peu, la vie s'organise. Des liens se tissent avec les habitants et les institutions locales. Miron organise et dirige la colonie au quotidien. Je me charge des contacts avec l'extérieur. J'effectue les trajets entre Isieux et Montpellier, où je poursuis mes activités d'assistante sociale et d'aide à plusieurs familles. Pour encadrer les enfants, nous sommes entourés d'un groupe de plusieurs adultes très engagés, juifs ou non, Léa, Lucie, Suzanne, Léon, Paulette et bien d'autres encore. Bien que le confort de la maison soit limité, le lieu est un véritable havre de paix pour les enfants dont nous nous occupons, loin des conflits et des persécutions. Ils rient, jouent, dessinent. Les plus petits souffrent de la séparation brutale d'avec leurs parents, dont ils sont parfois sans nouvelles. Malgré tout, chaque fête est l'occasion de resserrer les liens. Les enfants échangent leurs vœux et leurs souhaits pour les anniversaires. Ils réalisent aussi de petits films destinés à être projetés grâce à une lanterne magique selon un procédé qu'ils conçoivent collectivement. Je demande au sous-préfet d'effectuer les démarches afin d'ouvrir une classe d'école à la colonie. Gabrielle Perrier y est nommée institutrice en octobre 1943. La maison n'est pas un pensionnat fermé. Les effectifs changent au fil des semaines. Certains enfants ne restent que quelques jours ou quelques mois, et d'autres partent pour être placés ailleurs. À l'automne 1943, l'Italie capitule. Les Allemands occupent toute la zone. Isieux n'est plus isolé. Les risques augmentent. Des arrestations ont lieu dans la région, c'est un signal d'alarme. Nous avons encore 44 enfants à la colonie. Où les placer ? Comment les disperser ? Nous décidons de préparer le départ des enfants par petits groupes à partir du mois d'avril 1944. Mais le 6 avril, la colonie est dénoncée. Quand je suis prévenue, il est trop tard. Je suis alors en déplacement à Montpellier. La Gestapo arrive le matin au petit déjeuner. Klaus Barbie commande la rafle. Les enfants et adultes sont amenés d'abord à Lyon, puis au camp de Drancy. Je ne peux accepter cette injustice. Je fais tout mon possible pour sauver les enfants et retrouver mon mari en vain. Je reçois un billet de Miron et une lettre de Suzanne Reifmann, puis plus de nouvelles. Anéanti, mais résolu, je rejoins la résistance à Paris, où j'agis auprès du service social du mouvement de libération nationale. En 1945, la guerre est finie, mais pour moi, rien n'est terminé. Je suis nommée chef du service hôtellerie au centre Lutetia. J'organise l'accueil des déportés. Je n'apprends le sort réservé aux enfants, aux éducateurs et à mon mari qu'en juillet 1945. Tous ont été déportés vers des centres de mise à mort. Des 44 enfants, pas un n'est revenu. À leur arrivée à Auschwitz, ils ont été dirigés directement vers les chambres à gaz. Sur 7 adultes, seule Léa Feldblum a survécu. Elle aurait pu échapper à la rafle, mais au moment de l'arrestation, elle a révélé son identité pour ne pas abandonner les enfants. À la libération du camp, un parcours sinueux l'amène d'Odessa en Ukraine à Montpellier. Son témoignage est recueilli à son retour d'Auschwitz par les services des prisonniers, internés et déportés. Quant à mon mari, Miron, j'apprends qu'il est mort fusillé dans un camp en Estonie en juillet 1944. Le procès-verbal d'audition de Léon Schneck, déporté survivant, témoigne de son sort. Alors je choisis de me battre pour que l'on n'oublie pas. Je parle de mon histoire, leur histoire, dans les écoles et les commémorations. J'organise des conférences. En 1987, je me rends à Lyon pour témoigner au procès de Klaus Barbie, le responsable de la rafle d'Isieux, condamné pour crime contre l'humanité. C'est là que je revois Léa Feldblum pour la première fois depuis toutes ces années. En parallèle, je travaille à reconstruire ma vie. Je m'installe définitivement à Paris. Je peins en signant mes toiles du nom de Yanka, le surnom que m'avait donné mon père étant petite. J'écris des livres aussi. Je me consacre surtout à la mémoire des enfants. Dès les années 1970, je mène des démarches pour créer un lieu qui leur soit dédié. Avec l'aide de l'État, de la région, de bénévoles, la maison d'Isieux devient un musée mémorial en 1994. Aujourd'hui, il ne reste plus que la mémoire. Mais chaque fois que des innocents sont pourchassés, que des familles fuient la guerre, que la haine veut diviser, le même choix se pose, détourner les yeux ou agir. Mon histoire se termine, mais pas celle des enfants d'Isieux. Il vous appartient maintenant de la faire vivre et de la transmettre.